Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Si moi je connaissais Paris avant de venir, oui, je la connaissais. J'étais venue 2 fois, car mes meilleurs amis étaient ici à faire Erasmus. Donc, quand je suis venue à Paris pour mes premières fois, c'était en tant que touriste. Et en tant que touriste, tu connais que la ville des Lumières. Tu connais pas les darks derrière la lumière. Et quand tu arrives à vivre ici, après tu comprends que, oui, Paris n'est pas la ville des Lumières en fait. Bonjour, je suis Ella et je suis bénévole à Azmari. Azmari est une association qui œuvre depuis 2016 pour l'insertion sociale et culturelle des femmes migrantes à Paris et de leurs enfants. Nous organisons toutes les semaines des activités, des ateliers d'expression orale ou encore des sorties et des rencontres entre des tandems linguistiques que nous formons. Et dans ce podcast, nous invitons les femmes de notre association à venir parler de leur parcours, de leur arrivée en France, du pays qu'elles ont quitté. Rosie, qui est bénévole à Azmari, va aujourd'hui vous raconter son histoire qui démarre en Italie. Bonne écoute! Alors, moi, je m'appelle Rosie, je suis italienne et je suis à Paris depuis le 2018. Je suis arrivée en France que je ne parlais pas le français, en fait, mais j'ai cherché, vu que moi, je suis étudiante de sciences, j'étudiais sciences politiques, pour m'intégrer aussi dans les milieux des associations et tout ça, je cherchais toujours une association où être bénévole, mais sans pas trop parler français. Donc, j'ai trouvé Azmari, où j'ai pu quand même faire un petit boulot, la garde d'enfants, qui ne m'engageait pas trop avec la langue. Je pouvais regarder les bébés, les enfants, jouer avec eux, mais en étant libre de doucement approfondir le français et faire quelque chose d'utile. Pas m'arrêter que simplement en apprenant en fait. Depuis 1 an et demi, j'ai commencé à parler le français, donc j'ai voulu aussi changer mon rôle à l'intérieur de l'association. J'ai commencé à proposer des ateliers. Comment ça passait avec l'apprentissage de la langue française? Pour moi, en fait, c'était un peu dur car je suis arrivée à Paris sans rien parler. Je connaissais juste les mots clichés. Et comme un croissant, bonjour madame, rien. Je connaissais 3 à 5 mots au maximum grâce à la musique en fait. Et je me sentais hyper mal car à la base, moi je suis créatrice et je ne pouvais pas faire des événements, je ne pouvais rien faire car je n'arrivais pas à communiquer. Et donc j'ai vite fait décider de faire plus de choses possibles. Cours de français, j'ai fait les cours de la mairie et ça c'était hyper utile pour moi en fait, faire les cours de la mairie. Et bénévolat, j'ai trouvé un bon boulot qui m'a permis de parler italien, français, espagnol dans le même temps et donc pouvoir bosser mais aussi apprendre. Il faut toujours rechercher plusieurs choses. Quand il faut apprendre une nouvelle langue, surtout quand tu trouves la langue un peu difficile, moi je parle 4 langues, mais je n'avais jamais imaginé d'apprendre le français dans ma vie. En fait, c'est ça. Et là, je me suis dit, il faut que je l'apprenne le plus vite possible. Cours de français, m'asseoir dehors les bars, à boire un verre et à parler avec tous les inconnus. Et lire, car entre le français et l'italien, écrit sont la même chose. C'est hyper simple pour les Italiennes comprendre les français écrits. C'est juste la prononciation que c'est une chose que je ne vais jamais arriver à bien faire, mais bon, je vais garder mon accent, je ne sais pas. Pour apprendre le français, moi j'ai fait les cours de la mairie. Comment j'ai trouvé les cours? J'ai trouvé hyper bien. J'avais un professeur qui était un musiciste de Montreuil, donc j'ai eu aussi la chance de trouver une personne qui nous mettait très à l'aise, qui nous faisait très bien étudier. Et avec moi, il y avait tous des étrangers, tous des immigrants qui appartenaient à le monde du boulot en fait. Qui bossait pour le monde de la mode, qui dans les hôtels, qui dans le marketing. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à Paris depuis 2, 3, 4 années et n'arrivent pas encore à parler le français. Car ils se ferment dans son petit monde, ils cherchent peut-être des réseaux d'amitié qui est de leur pays et ils se bloquent en fait avec la langue. Mais ça, c'était pas mon cas en fait.
Moi, je suis arrivée en France, comme j'ai déjà dit dans les 2018, pour des questions de boulot, car à l'université de Naples, j'avais trouvé un contact avec un professeur de droit international à l'université, à la faculté des sciences politiques Paris-Nanterre, et j'ai commencé à bosser avec elle. J'étais son assistant pendant un an, mais après j'ai quitté ce boulot et j'ai tout changé. Ça c'est Paris, les imprévus. D'abord, il faut faire une très très grande distinction si tu es un immigré d'un autre pays européen ou un immigré d'un pays extra-européen. Et je crois que ce sont deux façons d'être un immigrant totalement différentes. On est des privilégiés. On est des privilégiés quand on cherche le boulot. On est des privilégiés quand tu parles de ton pays d'origine, car c'est clair que l'italien, Italie, blablabla, c'est beau, c'est bien, je suis allée. Et c'est pas la même chose quand un autre immigré d'un pays pas européen te dit son pays d'origine, en fait. Malheureusement, c'est ça que j'ai vu un peu de, je ne sais pas si vous disiez moche ici. Les différents rayons ou les différentes origines d'immigrés terminent à la fin. Dans les boulots, surtout, on peut voir ça. Et ce que j'ai compris ici, est que oui, il y a plein de boulots, mais c'est pas nous à choisir les boulots qu'on veut faire, en fait. Plusieurs fois, j'ai postulé pour des postes que je disais, oh my god, ça, c'est le boulot de ma vie. Mais jamais été rappelé. Et plusieurs fois, j'ai compris que peut-être c'était aussi, tu n'es pas français, donc on va privilégier un peu le français. Mais quand même, moi, j'ai étudié. J'ai des études à la base et j'arrive toujours à trouver. Mais je vois qu'on n'est pas sur la même rue. À niveau des immigrations, ça dépend beaucoup du pays de l'origine, en fait, je crois. Mais ça, c'est ma théorie. Et c'est ce que je vois chaque jour autour de moi. Après, peut-être que c'est pas comme ça, mais j'ai un doute. Comment s'est passé mon arrivée en France? C'était pas difficile pour la vie, pour tout ce qui concerne l'amusement, mais c'était difficile de comprendre cette nouvelle réalité parisienne, que c'est une réalité que moi j'ai découvert que malheureusement ne m'appartient pas trop, car je la trouve très déshumaine. Pas humaine du tout. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu en Allemagne. J'ai passé plein de temps dehors de mon pays, en fait. Mais la déshumanité, je ne sais pas s'il existe ce mot, que j'ai trouvé à Paris, je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs, désolé. Je te parle de ça à niveau de quoi? À niveau de la recherche d'un appartement, car il y a plusieurs choses que moi je trouve tellement incroyables que 2018 sont presque 4 ans que moi je suis là et je ne suis pas encore arrivée à faire un deal, un accord avec ça. Ok, peut-être que je suis d'accord sur devoir donner des dons à les propriétaires car il veut être sûr que tu es une personne fiable ou pas, car plein de monde se retrouve dans des problèmes, mais de là à connaître toute ta vie ou à prétendre 3 fois les loyers. On est dans les 2022 où le boulot c'est égal à flexibilité, où c'est le patron qui choisit pas toi. Et donc avoir un CDI, un salaire 3 fois la part et un garante, c'est presque comme gagner le loto aujourd'hui, désolé. Mais surtout si moi je suis un immigrant qui vient d'arriver, qui essaie de trouver un boulot ou à trouver le boulot ou à trouver un garant, avoir les 3, c'est quelque chose de réellement difficile. Mais après, c'est pas que ça. Désolée, mais c'est aussi le niveau et la qualité de les apparts. Je n'avais jamais, avant le 2018, fait des raisonnements en mètres carrés. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui me demandait dans combien de mètres carrés tu habites. Ça me fait tellement bizarre. Et ça me fait encore plus bizarre que 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, 18 mètres carrés arrivent à coûter 700, 800, 900 euros. Et moi, j'imagine que je m'adapte. Je m'adapte car je dis ok, je passe plus de temps dehors de chez moi, je vais passer encore moins de temps vu la situation et tout ça. Mais imaginons nous en famille, imaginons nous toutes les familles pendant le confinement qui sont arrivées là et habitaient dans 20 mètres carrés. Et Paris c'est une ville très humide, on le voit dans notre appart. Je n'ai jamais vu un appart sans ou moussure, ou humidité, ou les murs qui coulent. Et moi, je dois payer 800 € pour 20 mètres carrés pour nettoyer les murs qui coulent. Désolée. Et on est en France, on est quand même dans les pays du welfare. Ici, tout le monde descend dans la rue pour chaque manière, et ça me fait vraiment bien. Une chose que j'aime beaucoup est que tout le monde descend dans la rue en chaque instant. Et moi aussi, je suis descendue, aussi quand je ne comprenais rien au niveau des langues. Si, ok. Je trouve magnifique ça, mais personne ne dit rien pour la situation de logement, que moi je la trouve la plus incroyable.
Tu peux trouver plutôt un boulot, tu peux trouver 10 boulots, tu peux trouver l'amour, tu peux trouver ça, mais des conditions humaines où vivre, c'est vraiment difficile. Et ça m'a totalement étonnée, je ne sais pas. Et c'est une chose qu'encore je n'arrive pas à comprendre. Quand je suis arrivée, pour ce qui concerne les retrouvaillements d'un logement, c'était pas moi qui ai choisi les logements, c'est les logements qui a choisi moi en fait à la fin. Et c'est ça qui m'a un peu frustrée, car je pouvais prendre je pouvais ouvrir tous les bons coins, les applis, les choses que je voulais. Personne ne me répondait jamais. Et donc les premières que j'ai trouvées, j'ai dû dire oui, mais c'est pas moi qui ai choisi en fait. Quand je suis arrivée, c'était difficile au niveau du logement, oui. Heureusement, quand moi je suis arrivée à Paris, je connaissais des personnes. Et ça m'aidait beaucoup. En fait, c'était ça qui m'a fait rester ici. Mes amis. Quand tu arrives dans une nation que c'est pas simple pour toi et tu n'as pas des amis, alors c'est difficile. Tu peux tomber dans le monde du boulot et commencer à bosser et ne pas vivre la réalité, ou tu peux te déprimer, ou la pire chose que moi je trouve, c'est juste rechercher les personnes de ton pays. Donc, italien avec les italiennes, espagnol avec les espagnols, français avec les français. Moi, je déteste ça. Moi, je ne suis pas ce genre d'Italienne qui est venue en France et cherche les bons restos italiens, par exemple. Depuis le 2018, je ne suis jamais allée dans un resto italien, car je trouve nul ça. Si moi je vais manger italien, je cuisine chez moi ou je vais en Italie. Ou parfois en pizza, quelque chose, ok. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des amis français de Montreuil qui m'ont introduit à tous les endroits que peut-être que toute seule, je ne serais jamais, désolée pour le verbe, tout ça, arrivée à connaître. Et je suis très contente de ça, en fait, oui, d'avoir déjà quelqu'un ici, oui. Alors, globalement, comment je perçois l'intégration des personnes migrantes? Je l'aperçois sur tellement différents niveaux que c'est impossible de faire qu'un discours en général. C'est vraiment difficile. Je crois qu'il faut faire un discours pour les étudiants immigrants, un discours pour les femmes, un discours pour les femmes du Maghreb, un discours pour les femmes de l'Amérique du Sud. C'est impossible, ce que j'ai vu et qu'on a compris, de faire un discours en général. Ce que je vois est que la France est assez ouverte pour son histoire, pour sa fake diplomatie, pour sa faux politesse, il faut. Mais quand même, et je ne parle pas que de la France, et ça c'est une chose que j'ai remarqué dans tous mes voyages, dans toutes les histoires d'immigration, jusqu'il y aura les quartiers chinois, les quartiers latins, les quartiers italiens, il n'y aura jamais une vraie intégration. On aime dire qu'on est, comment on dit, les citoyens du monde. Nous, Européens, on est un peu comme ça, surtout après la formation de l'Union européenne. Nous, on est citoyens du monde, nous, on est tous ensemble, on s'embrasse. Mais pour moi, c'est juste, désolé, après je vais tomber dans un autre discours, mais c'est juste une justification d'une nouvelle forme de colonisation. Et donc, quand moi je vois comment j'aperçois ça, je vois qu'encore les migrants viennent dans les pays occidentaux à faire ce que nous, on ne veut pas faire. Donc, quand moi, je te parle de France, et comme tu parlais d'Italie, la perception que moi j'ai, que, OK, les immigrés sont bien pour les faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et encore, on se trouve dans cet état-là. Il y a des exceptions. Grâce à les études à l'université, on peut faire aussi un autre raisonnement. Les immigrants étudiants qui décident de quitter sa propre terre pour étudier dehors, pas d'Erasmus, je ne parle pas de ça. Et donc, c'est un peu plus simple pour eux, car ils rentrent dedans un ambiance universitaire, un ambiance plus ouvert, un ambiance de tolérance et pas d'exploitation. Mais si on parle d'intégration à niveau de boulot, d'un immigré, je le vois encore sous un point de vue d'exploitation. Nous, on vient ici à faire ce que les Français ne veulent pas faire. C'est ça la perception que moi j'ai eue. C'est un peu peut-être dur, mais c'est ça que je vois. On parle d'une ville très touristique qui bouge beaucoup, l'économie bouge beaucoup sur tout ce qui est la restauration. Et moi, je te parle des immigrants italiens qui viennent en France. Alors, si moi, je te dois faire un exemple comme ça, moi, je suis italienne, donc on va parler de la réalité italienne. Comme ça, je ne vais pas mélanger plein de choses. Moi, je vois que la majorité des Italiennes qui viennent en France sont des Italiennes qui bossent dans la restauration. Et ce que je vois, est
qu'il gagne moins par rapport en français. Il tient moins des droits et il connaît moins la loi en plus. En fait, ce que j'ai toujours remarqué depuis les premiers instants ici, est qu'il manque aussi quelqu'un qui aide les personnes qui arrivent ici à comprendre quels sont leurs droits sur les boulots. Je te fais un petit exemple. Nous, au sud d'Italie, on est comme au sud du monde. Pour moi, on n'est pas Occident. Nous, on est plutôt Afrique. La majorité des boulots sont boulots au black, au noir. Donc, ça signifie que la majorité des boulots comme babysitter, serveur, tout ce rayon-là sont des boulots au noir. Un serveur gagne 25-30 € la demi-journée. Il peut arriver à 50 € la journée. Ou il y a les propriétaires qui, peut-être, qui se gardent les tips, les pourboires. Peut-être qu'ils te les donnent. Personne presque laisse les pourboires car on parle du sud d'Italie, salaire médium entre 400 et 700 € par mois. Donc, un serveur gagne entre 400 et 600 € par mois. Pauvresse totale. Pour bosser 8, 10, 12 heures par jour. Donc, quand tu proposes à un serveur de Naples, un serveur du Sud, tu veux venir à Paris à bosser pour 1500 € par mois, 1600 € par mois dans mon resto, c'est un rêve. Moi, je prends, je ne connais rien, je quitte ma famille et je viens à bosser. Mais quand j'arrive là, je ne sais pas que pour 9 mètres carrés, je dois payer 700 €, que par rapport à un serveur gagne 1800 de 1002, je ne sais rien qu'il y a des institutions qui peuvent t'aider à niveau de... Et moi, je trouve que une chose très importante qui manque pour chaque nationalité, j'ai vu ça, quelqu'un qui te dit quand tu arrives, surtout les personnes un peu plus ignorantes, mais pas ignorantes au niveau de culture, ignorantes qui ignorent qu'est-ce que ça passe dans les pays, comment les aider. Et jusqu'il n'y aura pas de structures comme ça sera plus simple pour les patrons de se profiter des travailleurs. Et moi, je vois beaucoup d'exploitation dans la restauration. Et Paris, c'est un grand restaurant, en fait. C'est la ville des terrasses et des petits restos où tout le monde mange toujours dehors. Moi, je n'étais jamais habituée à ça. En plus, moi, en Italie, j'allais manger dehors quand c'est l'anniversaire, la grosse fête de quelqu'un dans la famille. C'est pas tous les jours dans les terrasses. Pour moi, c'était quelque chose, waouh, qu'est-ce que ça arrive là? Si on doit faire un discours entre Italie et France, s'il y a des parallèles ou des différences au niveau d'intégration des immigrés, on fait deux discours totalement différents. L'Italie, malheureusement, est très pauvre. Ça ne peut pas permettre du tout d'intégrer les immigrants. Le problème de l'Italie est qu'elle a trouvé une bonne solution à ça, être très raciste. En fait, en Italie, il y a des partis qui sont très racistes, qui font des lois anti-immigration. Et moi, je trouve que tout ça, c'est une bonne excuse pour garder les immigrants et les payer 2 € par heure. Si moi, je crée les monstres de l'immigrant qui vole, l'immigrant qui viole, l'immigrant qui fait tout ça, je me sens plus bien quand je l'exploite et je les paye 2 € par heure. Quand ils voient bien 2 € par heure à prendre les tomates, les fraises dans les camps ou à bosser en tant qu'ouvrière et tout ça. Donc la grande différence, que c'est toujours, est-ce que la France est très polie, diplomatique. Vous êtes tous mes amis, je vous accueille. Et l'Italie, non. L'Italie, pas du tout. Je la trouve très raciste. Mais en vrai, en Italie, on n'est pas raciste. En Italie, c'est les patrons les vrais racistes. Si tu viens au sud, il n'y a pas de différence entre nous et les immigrants, car nous, on est les premiers à migrer. Les Italiennes, dans les années 20 jusqu'à les années 90, nous, on était ceux qui maintenant sont les nouveaux maghrébins. Si tu lis les articles des journaux des années 20 de l'Amérique du Nord, ils parlaient des personnes qui puaient, des personnes pleines de poux qui venaient à voler les boulots des personnes, elles étaient des Italiennes. Donc, nous, on a un passé d'immigrés, en fait. Et maintenant, il y a plein d'immigrés, car pour la position qu'on se retrouve dans la Méditerranée, c'est ça la différence. Et on n'a pas un passé colonial comme la France. Et c'est ça aussi qui a fait deux parcours d'accueillance totalement différents. Je trouve que les passés colonialistes français, et surtout le colonialisme à la de Gaulle, on est tous français, fait prendre conscience différent l'immigré. Et je crois que l'immigré, quand il voit les passés historiques, quand il voit aujourd'hui, il préfère la France, car il se sent plus intégré par rapport à l'Italie. Quand il vient en Italie, il voit que de la pauvresse, il n'y a pas de boulot, au moins qu'on parle des Roms
en haut, au nord d'Italie. Alors là, il n'y a plus de boulot. Mais en fait, c'est toujours différentes dimensions. Dimension humaine et dimension du boulot. Donc, si on parle d'une dimension humaine, je trouve qu'on est dans les mêmes états. On est tous très accueillants. Mais si on parle des dimensions de boulot, on est dans deux dimensions totalement différentes. On ne peut pas faire de comparaison. Pour ce qui concerne la difficulté pour l'apprentissage de la langue, ce n'était pas trop en question des mots. C'est plutôt la prononciation, en fait, mon problème. Si moi, je dois faire une différence un peu générique, est-ce que quand j'étais à l'étranger, j'essayais de parler allemand, soit anglais, soit espagnol, ou par contre, quand moi, je me retrouvais en Italie avec un immigrant qui me parlait ma langue, il y a une totale émotion. Alors tu dis, waouh, il essaie de parler ma langue, je suis content, bravo, bravo. Et c'est tout un chose de compliment, on cherche de nous comprendre. La barrière que j'ai trouvée ici, mais qui après c'est aussi une très bonne chose, en fait, et c'est, désolé, un cliché, très grand cliché, c'est moi je parle et tu me corriges tout le temps, tout le temps. Ça m'est arrivé tellement plein de fois, mais il faut aussi comprendre, c'est une façon de faire apprendre sa propre langue. C'est que j'ai compris ici qu'il y a beaucoup de fierté de sa propre langue. Peut-être une chose qui nous manque en Italie ou une chose qui manque en Espagne et qui manque en Angleterre. Ici, il y a la fierté de parler français. Donc, peut-être que c'est ça qui amène des personnes à te corriger en chaque instant quand tu parles. Ou c'est une habitude. Et chaque pays tient ses propres habitudes. Donc, moi, je me suis juste habituée à ça. Il y a des personnes qui trouvent mon accent mignon et ne me corrigent pas. Il y a des personnes qui trouvent ça totalement incompréhensible. Et donc, je n'arrive ni à terminer en période. Et en plus, je me fixe. Alors, je tombe encore plus dans des erreurs. Et dis, pardon. Mais après, j'ai compris aussi qu'il fait beaucoup de bien. C'est juste la façon de faire les choses. Tu peux le faire ou d'abord tu m'expliques. Est-ce que je peux te corriger quand tu fais des fautes? Est-ce que ça te dérange? Alors comme ça, je comprends que c'est un chose. Mais si tout, pendant que je parle, chaque tac, tu me coupes, moi je reste que traumatisée. En fait, c'est ça. Moi, italienne, oui. Quand quelqu'un me demande Italie de où? Et moi je dis de Naples, c'est la guerre. Car Napoli, Camorra, Napoli mafia, Napoli pizza, Napoli... Et donc ma vie c'est tout défini dans tout ce qu'est la Camorra et la nourriture. Cliché sur les Italiennes, soleil. Nourriture, mafia Camorra. Berlusconi avant. La première fois que je suis venue en France pour trouver mes amis, j'étais dans un parc et un mec s'assoit à côté de moi, me commence à parler et me fait... Et c'était l'époque que Berlusconi s'était sorti dans la politique. Avait quitté la politique. Et il me dit, tu viens d'où? Et moi, j'ai dit, Italie. Ah, Italie, Berlusconi. Et a commencé à se moquer de moi. Et moi, Anne, je ne parlais pas français. B, je déteste Berlusconi, et c'est pas ma faute s'il était là. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, moi Berlusconi, toi Sarkozy. Et alors, moi aussi, je suis tombée dans les clichés, tu vois. J'ai fait la guerre de qui on avait les pires. Mais en fait, dans le monde, tous nos leaders sont les pires. Pour moi, Berlusconi, c'est la honte de l'humanité. Pas que des Italiennes, attention. Mais je ne trouve pas juste que si moi je te rencontre, je vais faire amitié avec toi, les premières questions que tu me poses, c'est ou sur la politique qui fait, c'est horrible, désolé, je sais, ou sur les organisations criminelles qu'on a en Italie, en fait. Je sais que ça prend de la curiosité de plein de monde. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. C'est nous qu'on donne importance à les choses. Et c'est nous qu'on les fait grandir ou faire plus petits. Jusque nous, on sera tellement curieux de savoir sur la mafia, Camorra, l'institution criminalisée, en fait. Nous aussi, on continuerait à alimenter les débats, les discours. Pour moi, la meilleure chose pour faire mourir une chose, ce n'est plus parler, la rendre un fantôme. Moi, je me sens apatride.
car j'ai vécu ma vie en tellement d'endroits différents. Je suis grandie en Amérique du Sud. Après, j'ai décidé de faire mes études universitaires à Naples. Et pendant mes études universitaires, j'ai quitté Naples pour Berlin, pour l'Espagne. Maintenant, je suis en France. Et en fait, ce que j'ai compris de moi-même, c'est que nous, êtres humains, on est toujours à la recherche de sa propre dimension. Moi, je n'ai pas encore trouvé ma dimension. Donc par l'instant, pas du tout citoyenne européenne ou du monde. Hein. Je ne me sens pas du tout représentée par l'Union européenne, désolée. C'est encore cette grande fantôme qu'on n'a pas encore compris. C'est un fantôme gentil ou un fantôme méchant, en fait. Je n'ai pas trouvé ma dimension en Italie. Si moi je suis là, signifie que moi je ne me sens pas du tout italienne encore à 100%, peut-être, non? Peut-être que moi je suis en train de me donner cette réponse à ce moment-là. Je n'avais jamais réfléchi sur ça. Dans mon temps libre, je suis créatrice. J'aime beaucoup le processus de création, en fait. Et j'ai toujours bossé avec matière recyclée, car je trouve que c'est très important que quand on achète ou on crée un objet, on l'utilise jusqu'à la fin. Ça, c'est une vision que j'ai appris beaucoup en Berlin, en Allemagne. Les Allemands, à différents des Italiens, hein, ils ont la tendance d'utiliser chaque objet, soit un endoument, soit un ustensile de la cuisine, chaque chose, utiliser jusqu'à la fin. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour commencer à créer des lignes des objets. Moi, je suis créatrice de sacs et bijoux depuis le 2013, toujours avec du recyclage créatif. Toujours avec du second-hand, des choses déjà utilisées, déjà portées. J'allais chez les amis de ma grand-mère et je prenais tous leurs vieux manteaux en cuir, les sacs. Je démontais et reconstruire. Comme ça, tu peux toujours réinventer, recycler, customiser, donner de la place à la création, car parfois tu dis, ok, moi j'aime créer, mais j'ai besoin de beaucoup de matériel, ça. Et ça continue à alimenter le système capitaliste, en fait. Mais si moi je vais lutter contre le capitalisme, mais dans le même temps j'aime la création, il faut trouver un rue pour nous aussi. Et moi je trouve que le recyclage créatif, c'est une chose très importante aujourd'hui, quand on a encore envie de continuer ça. C'est pour ça aussi que j'ai proposé des ateliers à Asmari de recyclage créatif qui sont bien passés en fait. Et on va les continuer à faire en plus. Alors moi, chez Asmari, j'ai lancé les projets des ateliers de création. En fait, on a fait des ateliers de couture, ateliers de bijoux, où moi, j'ai fait une récolte de vieux bijoux. Je l'ai tout démonté. J'ai acheté de nouvelles parties, mais par exemple, pour 4 ateliers, j'ai gaspillé 20 €. On a fait sortir une collection de bijoux avec toutes les femmes d'Asmari. Et moi, je me suis occupée de la vente dans un marché de Noël de toutes les créations. Et tout ce qu'on a gagné, on l'a retourné à les femmes. Chacun qui a acheté des couches, qui a acheté quelque chose pour elle, chacun a fait avec ses argents ce qu'il voulait. Le but, c'était pas cette petite somme d'argent qu'on a fait, mais le but, c'était, ok, avec rien, moi je peux apprendre à créer quelque chose. J'ai toujours remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde a un portable. Et toi, si tu apprends un petit peu de know-how et si tu comprends que tu aimes coudre ou tu aimes faire des petits bijoux, tu as un portable, tu peux prendre les photos et tu peux vendre en ligne. Donc aujourd'hui, tu n'as pas nécessité de payer un loyer, d'être hyper riche pour te permettre une petite activité. Ça ne va pas changer la vie. Ça ne va pas rendre riche, mais quand même, ça t'amène cette petit peu d'argent pour toi-même. Moi, j'ai pensé à ça, pourquoi? Car la majorité des femmes immigrées vivent dans des conditions difficiles. Et une chose qui s'oublie beaucoup est qu'on est des femmes, à part être des mères, des femmes qui bossent, des épouses, on est aussi des femmes. Et nous, en tant que femmes, on a aussi des petits désirs, parfois, faire un petit sortie, boire un café, aller au cinéma, acheter un livre ou un petit crème. La majorité des personnes qui viennent d'arriver et qui se retrouvent dans des milieux de difficultés n'arrivent pas à pouvoir ni penser à ça. Donc, quand moi j'ai lancé mon projet, c'était un projet un peu frivole, car je disais, ok, moi je vais lui apprendre, on va apprendre tous ensemble après. Moi je ne vais pas lui apprendre. Moi, je vais expliquer, et après, moi je vais apprendre de toi, et toi tu vas apprendre de moi d'abord. On va créer des tables où, pendant qu'on crée, on parle, on discute, on passe du bon temps. Donc, on est tous assis là, mais tu ne comprends pas qui dans la table est le prof et qui est en train d'apprendre. On a fait des bijoux magnifiques et chaque fois, on donnait le choix. Tu peux choisir de les vendre ou l'amener chez toi. Pendant les périodes de Noël, on a fait un atelier de création où les femmes ont pu créer des bijoux qu'on donnait à tous leurs potes comme cadeau de Noël.
qui ne pouvait pas se permettre de faire un petit cadeau en chose, tu vas l'écrire et tu le fais. C'était magnifique. Ou faire quelque chose pour soi-même et stop. Parfois, on oublie les choses plus importantes. On fait toujours récolte du lait, des biberons, des couches. Mais qui pense à la mère? Et moi, j'ai voulu penser à la mère, en fait, à la mère en tant que femme, à la femme en tant que mère, à la femme. Stop. C'est bien passé, on a passé des moments magnifiques. Moi, j'ai appris tellement de choses. Je suis tellement fière de tout ce qui est sorti dehors que moi, j'aimerais bien que si chacun qui sait faire, moi, je ne sais faire que des bijoux et des sacs, je sais coudre. Mais si chacun de nous, et moi, c'est un investissement de 3 heures par mois, 3 heures de série quand personne ne se regarde sur Netflix chez eux. Si chacun de nous décide de donner 3 heures de sa propre vie pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un, pour moi, on aurait tellement de choses à gagner. We've waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong, I've missed it so long now. Carrément, c'est une chanson avec une vidéo qui me fait tellement rêver, c'est Territory de Blaze. C'est une vidéo tellement beau qui me donne toujours, me fait réfléchir beaucoup. Bah, c'est une vidéo que la première fois que j'ai vue, j'ai pleuré. Tu sais? Nous on dit piagnone, car c'est beau. Bah, c'est lui qui rentre en fait, il fait voir ses conditions, comment il habite. Qu'est-ce qu'il sent quand il rentre à la maison depuis être immigré, comment il vit. Et comment maintenant il a perçu sa vision après être immigré, tu vois, comment elle a changé. Qu'est-ce qu'il lui manque, qu'est-ce qu'il aperçoit comme changement dans lui, comment il se sent à la maison. Il raconte qu'est-ce qu'il fait, tu sais, tous les amis qui écoutent les histoires, qui restent. En fait, je suis un peu fétichiste de la musique. Et chaque jour, je me mets à découvrir, c'est comme ça. Peut-être dans conseil, entre conseil. Et je l'ai découvert toute seule de Blaze après. Ça, c'est une chose. Mais après, quand j'ai commencé à partager, plein de monde connaissait. Moi, je suis arrivée en retard avec The Blaze. Mais moi, j'adore la musique. Et je ne joue rien, lamentablement.